Eh bien, bienvenue à tous sur ce nouveau podcast novembre-décembre au Japon. Un tout nouveau podcast qui va vous parler de l'actualité du Japon en général, du tourisme, de la culture générale, des infos, ce qui s'est passé au Japon sur ces 2 mois. Il y aura un podcast, je pense, tous les 2 mois, parce que un podcast, ça fera 2 mois. Donc là, on est en novembre-décembre. On est le 6 décembre à l'heure où je tourne. Donc, voilà, on aura 2 podcasts. Un podcast tous les 2 mois, pardon, je me trompe. Et donc aujourd'hui, on est parti sur ce qui s'est passé en novembre et ce qui devrait se passer en décembre au Japon. C'est parti, on commence avec un point d'actualité, économie, société, géopolitique, politique, tout ce que vous voulez qui s'est passé en novembre au Japon et qui pourrait se passer en décembre. On va voir ce que ça donne et si vous avez des choses à dire, eh ben dites-le puisque ça m'intéresse. On commence avec ce qui s'est passé de plus important, en tout cas ce qui m'a semblé le plus important à dire, puisque il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais moi j'ai essayé de regrouper ce qui est le plus important et qui pourrait vous intéresser le plus, que moi je comprenais également. Donc, ce qui s'est passé en novembre au Japon, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, en novembre, il y a eu un plan de relance économique massif, et ça je ne pouvais pas ne pas en parler. 21 milliards, plus de 21 milliards de yens pour soutenir ménages, entreprises et innovations. Les aides ciblées sont les réductions d'électricité pour les foyers, des prêts de taux à réduire, des subventions pour les startups technologiques, etc. Donc ils ont beaucoup investi dans la technologie, l'énergie, l'électricité, des choses comme ça. Le Japon, en fait, le gouvernement japonais veut contrer l'inflation et relancer la consommation. C'est ça le plan de relance. Même si c'est pas parfait, l'objectif est de stabiliser l'économie du pays et d'aider les Japonais financièrement pour qu'ils arrivent à certains qui sont quand même, on va pas se mentir, dans des situations précoces, de s'en sortir à peu près. C'est pour aider en fait les familles de Japonais à avoir un petit peu plus gros budget. Donc c'est quand même massif. 21 milliards, plus de 21 milliards, je crois que c'est 21 milliards 300 millions de yens qui ont été mis à disposition pour tout ce que je vous ai cité comme aide ciblée. C'est assez historique dans l'histoire du Japon. Je sais pas depuis combien de temps ça s'est pas passé une relance économique aussi grosse, mais voilà, c'est historique. En parlant d'historique, on peut aussi rester sur le yen. Le yen est en ce moment, en novembre-décembre, historiquement bas. 150 yens, ça fait à peu près 1 dollar, ce qui est idéal pour les touristes étrangers, car les taux de change sont très bas. Si vous prévoyez de visiter le Japon en ce moment, c'est parfait puisque vous pourrez profiter pleinement de votre voyage à moindre coût. Déjà que le Japon c'est pas très cher, et ben là c'est encore moins cher puisque le yen est vraiment très bas. Donc si vous prévoyez de faire plusieurs choses au Japon, vous pouvez peut-être rajouter des petits trucs à côté. Ah ouais, la visite d'un temple. Ah ouais, bon alors la visite d'un temple, le prix ne changera pas, mais vu le taux d'échange, peut-être que après ça vous fera économiser. Et si vous voulez aller faire du shopping, en plus là il y a eu le Black Friday. Bon, c'est au Japon c'est pas forcément très démocratisé, mais il y a quand même le Black Friday. En plus du yen très bas pour les étrangers, c'était super, on pouvait pas rêver mieux. Et aussi également pour faire des activités, puisque tout sera moins cher en fait. Donc si vous voulez aller au Japon, si vous avez prévu d'y aller au Japon, si vous avez déjà vos billets, vous avez bien fait, la chance est avec vous. Vous allez avoir des prix bas. Et on va partir sur un petit fun fact. Dans ce podcast, il y aura plusieurs fun facts. Le premier fun fact, le Japon compte plus de 5 millions de distributeurs automatiques. 5 millions partout dans l'archipel, de Okinawa à Hokkaido. Il y a 5 millions de distributeurs automatiques. C'est assez énorme. On va pas se mentir, en France, si je pense qu'on n'est même pas sur 1 million de distributeurs automatiques, 5 millions au Japon, et les distributeurs automatiques, ça inclut les boissons chaudes, les snacks, les parapluies, les fleurs, les souvenirs. Tu peux
tout trouver. C'est comme si tu allais tout chercher dans un combini, dans un grand magasin, dans un centre commercial, mais dans un distributeur automatique que tu peux trouver à tous les coins de rue. Ça, c'est comme les combini, t'en trouves partout des distributeurs automatiques. Quand t'as un combini, t'as un distributeur automatique. Quand t'as un Pokémon Store, t'as un distributeur automatique. T'as des distributeurs automatiques partout, sans exception. Mais c'est pratique puisque les Japonais ils vont assez souvent et les touristes en raffolent en fait des distributeurs automatiques. Ah, c'est le Japon, ah, il y en a partout. Ah, je m'achète une petite boisson, mais après je m'achète un petit sandwich, mais après je m'achète un petit chocolat, et après je me rachète une boisson. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait, les distributeurs automatiques. Donc allez-y, n'y allez pas, c'est comme vous voulez. Il y a même des personnes qui habitent dedans parfois. Euh, ouais, c'est. Distributeur automatique, c'est une institution au pays du soleil levant. Maintenant, on va parler d'un tout autre sujet, autre que les distributeurs automatiques, mais il y en a sûrement là-bas. On va parler du vandalisme à la bambouserie d'Arashiyama à Kyoto. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment assez grave. Il y a plus d'1 millier de bambous dans l'allée principale. Et il y a plus de 40 bambous qui ont été gravés, souvent en lettres latines, donc par des touristes. Les bambous d'Arashiyama sont protégés. Mais il y a des gueulements de touristes. On sait très bien, les Japonais sont très respectueux. Et on le voit puisque souvent, c'est pas des hiragana, ni des katakana, ni des kanji qui sont gravés sur les bambous. C'est des lettres latines. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les touristes qui viennent et qui gravent pour laisser sa petite marque dans la bambouserie d'Arashiyama. C'est pas bien. Faut arrêter ça tout de suite parce que les marques ne s'enlèveront jamais car le bambou est fibreux et quand on grave, en fait la couche externe, elle est arrachée. La cicatrisation naturelle, comme nous par exemple quand on se mord la lèvre, ça se fait automatiquement avec la salive. Et ben le bambou, lui, ça, il ne le fera jamais. Donc la trace ne disparaîtra jamais. Et cette gravure sera permanente dans le temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bambou et que nous, les humains, on ait installé des buildings à cet emplacement. C'est très triste de se dire que, de base, quand tu es touriste, tu viens, tu visites, tu admires le pays dans lequel tu es, tu le respectes, puisque t'es venu là, c'est pas par hasard. Souvent, les gens qui viennent visiter le Japon, c'est parce qu'ils aiment le Japon. Je comprends totalement. Mais si c'est pour venir faire des choses comme ça et abîmer le patrimoine de Kyoto, du Japon, ça sert à rien de venir. Vous venez, vous visitez, basta, vous n'allez pas écrire vos noms. Est-ce que quand vous allez en France, vous allez écrire vos noms sur les chênes, dans les forêts? Bah non. Donc la bambouserie de Kyoto c'est pareil, donc je compte sur vous pour ne pas le faire si vous allez à la bambouserie d'Arashiyama à Kyoto parce que c'est vraiment pas une bonne chose. Donc après ce vandalisme, il y a eu bien sûr du renforcement, plus de sécurité, de policiers ont été installés sur le site et dans l'allée principale. Il y a donc des patrouilles et beaucoup de panneaux d'avertissement. Ce qui est dommage, puisque s'il y avait que les Japonais qui venaient ici, ce serait jamais arrivé, puisqu'on le sait très bien, les Japonais sont respectueux, et surtout c'est protégé, c'est un bel environnement, il y a de la nature, il y a des insectes qui s'y prolifèrent, je crois qu'on dit ça, hein. Dites-moi si c'est bon ou pas. Et donc c'est malheureux qu'on doive mettre en place des patrouilles de police, carrément pour arrêter les touristes qui gravent leur nom dessus. Et il y a plus de 40 bambous sur les 1 millier qui sont détériorés, donc gravés. On se dit que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est... Non, c'est pas beaucoup. Mais vu que la trace ne s'enlève jamais, ça fait 40 bambous sur 1 millier de moins. Et si après ça recommence, ça fait 40 bambous sur 1 millier de moins. Et après si on recommence, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bambous. Donc faut arrêter de faire ça, faut arrêter ce vandalisme tout de suite. Et je compte sur vous pour ne pas faire ça si vous allez à Kyoto. On a un deuxième fun fact maintenant. Certains Japonais font pousser des bambous dans leur appartement pour créer un mini jardin zen et se sentir proche de la nature. Bon alors ça se trouve pas que au Japon, puisque bien sûr il y a des Français, des Allemands,
des Coréens, des Américains qui vont venir faire ça dans leur appartement pour créer un grand écosystème de tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et donc, les Japonais font ça aussi. Et surtout les bambous ou les bonsaïs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les Japonais raffolent. En fait, déjà, c'est leur patrimoine. Et en plus de ça, eh ben, ça leur permet de rester connectés, de rester zen. Et c'est vrai que être parmi la nature, ça fait du bien, parfois, de se reconnecter un petit peu. Donc voilà pour ce deuxième fun fact. Maintenant, on va... en fait, c'est une mini rubrique de l'actualité. Mais c'est quand même un petit peu un fun fact. Puisque une touriste chinoise est restée coincée dans un locker à la gare JR. Oui, Après, j'ai rajouté un fun fact, mais je sais même pas si c'était la peine, tellement cette histoire est complètement folle. Une touriste chinoise a dormi dans un casier automatique à la gare pour échapper au froid et elle s'est fait enfermer. Enfin, elle s'est enfermée elle-même jusqu'au matin et elle s'est fait retrouver par des policiers japonais qui étaient complètement choqués. Je pense qu'ils ne se demandaient comment ça pouvait le faire. Bon. L'histoire donc est devenue très virale sur les réseaux sociaux et très très rapidement puisque une dame qui dort dans un locker de gare, c'est pas très très commun, on va pas se mentir. Avec de nombreux internautes amusés ou choqués même. Il y a même des internautes qui se sont dit mais what the hell, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas normal. En effet, c'est pas normal. Bon, moi j'aurais plus été amusé que choqué. Les policiers ont dû être les deux puisque bon, il y a dû avoir un effet de surprise de ne pas s'attendre à retrouver une touriste dans un locker. C'est une histoire et une expérience complètement folle qu'elle a dû avoir, cette touriste chinoise. Et ça rappelle que les casiers sont pratiques. Les casiers, oui, c'est pratique pour mettre les affaires, mais c'est pas des mini-hôtels. Il existe au Japon plein d'hôtels, des capsules hôtels, des mangas cafés, vous pouvez dormir dedans. Mais il faut pas dormir dans les casiers et les lockers, ça sert pas à ça, ça sert à ranger ses affaires. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. En fait, les casiers aussi au Japon, ils sont assez hauts. Et pour poser un maximum d'affaires. Et donc, les gens, ils peuvent facilement y rentrer. Et surtout, les touristes asiatiques, qui sont souvent assez fins, les asiatiques, eh ben, ils rentrent très facilement. Et la touriste chinoise, c'est ce qu'elle a fait. En fait, on sait pas trop qui elle est, si c'est une SDF, si elle était en voyage mais qu'elle n'a pas eu le temps de réserver un hôtel, qui avait plus de place, si juste elle avait envie de dormir dans un locker. Cette idée est complètement folle, mais pourquoi pas. Voilà, on n'a pas plus d'informations sur cette touriste, mais en tout cas on sait que les policiers sont très choqués et que tout le monde a rigolé sur internet. C'est devenu assez viral, vous pourrez aller voir la vidéo en cherchant touriste chinoise coincée dans un locker. Même Google ne comprendra pas votre recherche, ça je tiens à vous le dire. On passe au troisième fun fact. Donc je vais vous parler je vous disais de ne pas dormir dans les lockers puisque ce n'est pas fait pour ça du tout. Il y a bien sûr des capsules hôtels, des mangas cafés ou des hôtels vraiment pas chers où tu peux dormir seulement la nuit sur les bords de route. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est apparemment assez pratique. Mais il y a aussi des capsules hôtels flottantes qui flottent sur l'eau. J'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. J'ai jamais non plus testé. Mais ça doit être une expérience assez insolite et assez incroyable. Et surtout une expérience unique. Puisque je pense que se retrouver à dormir, à flotter sur l'eau, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Capsule hôtel, pourquoi pas. Capsule hôtel sur l'eau. On y va, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Autant tester. De toute façon, je pense que c'est pas pareil. Je sais pas comment c'est fait. Parce que souvent dans les capsules hôtels, t'es au milieu de tout le monde. T'as ta capsule et il y a des gens au milieu qui ronflent, qui tapent leur meilleure vie pendant que toi, tu sais pas quoi faire. Puisque tous ces touristes qui sont là et qui te gênent, enfin des touristes, des fois c'est même des Japonais qui sont en déplacement. Pendant que toi tu essaies de dormir, eux ils ronflent.
Et ça c'est insupportable, je le sais très très bien. Et donc peut-être que sur l'eau, il y a moins de dérangements comme ça de tous les côtés. Ah oui machin il dort à côté mais il ronfle, ah oui machin il dort à côté mais il pète, enfin que des trucs comme ça. Donc à tester, si vous allez au Japon vous pouvez le faire. Ça doit coûter comme une capsule hôtel normale, ça doit pas coûter très cher. Et voilà, c'est insolite, une expérience unique, donc à tester. On entre dans un nouveau mini sujet dans l'actualité japonaise. Et il y a un lancement massif de l'intelligence artificielle dans les entreprises japonaises. En novembre, il y a de grandes entreprises qui ont commencé à intégrer l'intelligence artificielle pour analyser les données clients, automatiser certaines tâches et améliorer la productivité de leurs usines. C'est... Pourquoi pas ? Je pense que si ça peut les aider, c'est une très bonne idée. Si c'est bien utilisé, ça peut exactement bien le faire. Je sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave, vous me comprenez. Donc voilà, l'intelligence artificielle s'invite maintenant même dans les usines au Japon. On sait que le Japon est assez avancé technologiquement. Pas autant que la Chine, mais quand même pas mal. Et c'est sympa d'intégrer l'intelligence artificielle, l'IA, dans les usines pour essayer d'aider les travailleurs. Je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose, mais après il faut quand même qu'il y ait des métiers qui restent manuels. Voilà. Après, est-ce que ça va vraiment rester adopté ? Parce que comme la plupart des Japonais sont plutôt vieux, avec une population vieillissante de plus en plus, est-ce qu'ils vont réussir à adopter l'IA ? Alors ça, on ne sait pas du tout. Mais bon, on verra bien ce que ça donne à la suite. Les banques, les grandes surfaces et les compagnies technologiques l'utilisent surtout, ce qui peut être une bonne chose. Donc le service client aussi, des fois, c'est fait avec l'IA. Et ça, c'est utilisé souvent dans les appels de pub téléphoniques où c'est de l'IA qui déroule tout ce qu'il a à te dire. Et toi, tu peux pas placer un mot, puisqu'il est en train de dire: ah oui, bonjour, je vais vous vendre ci, je vais vous vendre ça. Au revoir madame, merci de m'avoir écouté. Alors que toi, tu as voulu juste raccrocher. Et en fait, c'est une IA qui est derrière le téléphone. Enfin bref. Si c'est pas utilisé comme ça par les Japonais, qui seront, je pense, plus respectueux que la France, eh ben c'est une bonne chose. Voilà. Le Japon, elle mise sur beaucoup donc de technologie. Ce pays mise sur beaucoup sur la technologie, pour rester compétitif, surtout face à leurs voisins. Ce que je disais tout à l'heure, la Chine, qui est très 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 avancée niveau technologie, et la Corée du Sud, qui est aussi pas mal du tout. Donc voilà, là, le Japon est entre ces deux-là. Ils essayent de s'entendre à peu près et de chacun innover. Mais si ça, pour l'instant ça se passe bien, donc que ça continue. Une nouvelle rubrique dans ce podcast, Japon, novembre et décembre, qui pourrait être aussi un fun fact, tellement c'est what the hell, c'est pas normal non plus ça. Une japonaise de 31 ans s'est mariée symboliquement à l'IA Luna Klaus. Vous avez bien entendu, elle s'est mariée avec un cousin de ChatGPT. Je sais pas si c'est possible en France, mais bon, les Japonais, ils font tout et n'importe quoi. Il y a même un mec qui s'était marié avec sa déesse. Donc pourquoi pas se marier avec Luna Klaus ? Écoutez, elle sortait d'une relation humaine récente, dit-elle, mais elle explique que l'IA la comprenait mieux et que le soutien émotionnel était mieux qu'avec un vrai compagnon réel humain. Je sais pas comment c'est possible de penser ça, mais c'est pas grave. L'IA la complimente apparemment, lui dit des mots doux et elle dit ne pas pouvoir vivre sans elle. C'est assez surprenant. Et la femme dit qu'elle est heureuse avec l'IA et qu'elle s'est mariée symboliquement, donc elle s'est mariée à une cérémonie et tout, avec l'IA. C'est quand même assez exceptionnel, je comprends pas comment les gens peuvent penser ça, mais chacun pense ce qu'il veut. Écoutez, elle sortait d'une relation compliquée avec un humain. Moi je préfère être avec un humain qu'être avec ChatGPT, mais bon, chacun choisit. Vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les coms, mais moi je pense que c'est un petit peu fou. Une situation est complètement folle, mais qui montre jusqu'où on peut aller avec la relation humaine et la technologie. On peut aller très 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 trop loin, même.
jusqu'à aller dans des relations amoureuses. C'est assez surprenant, voilà. Maintenant, on va parler d'autres choses qui peut être assez marrant, mais en même temps assez énervant pour les Japonais, puisque vous avez sûrement entendu à la télé française, il y a une hausse des attaques des ours au Japon, surtout dans les régions de Tohoku, Nagano et Niigata. Pourquoi autant d'ours? Si vous vivez là-bas, vous le savez. Pourquoi autant d'ours dans ces régions-là? En fait, l'automne a été très très chaud au Japon et là l'hiver reste très très chaud aussi. Et donc les ours sont plus actifs puisqu'ils n'hibernent pas encore. Et ils se rapprochent beaucoup des villes et des villages parce qu'ils sentent la bonne odeur de Papi Shinichi qui fait du tofu et qui fait des bons gâteaux japonais. Voilà. Ou de mamie. Mamie, j'ai pas d'idée de prénom, c'est pas grave. Donc, de Mamie Shizuka, voilà, c'est ça que je cherchais comme prénom, qui est en train de faire ses petits pains fourrés à la pâte de haricots rouges et qui est en train de faire des bons dorayaki. Du coup, les ours se rapprochent, ils entrent dans les maisons, ça arrive aussi au Canada ou aux États-Unis. Et voilà, ça peut devenir assez dangereux pour les habitants, donc il est conseillé de rester prudent en zone rurale, donc plus dans les villages, puisque bon, les villes elles mettent en place plus de trucs. Les zones touristiques, ça reste sûr, puisque Nagano, Niigata et Tohoku, c'est des grandes villes, avec des grandes villes dans les préfectures. Mais voilà, faites quand même attention si vous voulez aller dans les campagnes, puisque les petits villages sont très susceptibles d'être attaqués par un ours à 2 heures du matin pendant que tu es en train de faire cuire tes dorayaki. Voilà, ça faites très attention. Généralement, il y a des patrouilles qui ont été installées pour réguler un petit peu les ours, pour éviter qu'ils viennent pour leur faire peur. Mais bon, ça reste quand même assez dangereux, même s'il y a des alarmes. Et les touristes et les habitants sont fortement conseillés de rester chez eux et de ne pas trop s'aventurer dans leur village ou dans les champs de campagne. Une autre nouvelle rubrique avec la géopolitique entre Chine, Taïwan et Japon. Sanae Takaichi, la première ministre japonaise qui a été élue il y a très peu de temps, a déclaré que le Japon interviendrait si Taïwan était attaqué par la Chine, puisque la Chine prévoit d'attaquer Taïwan. On ne sait pas comment. Ils en ont parlé très sombrement, très... je sais pas trop comment dire. Pas... en fait, c'est pas officiel, mais ils en ont parlé, une petite rumeur qui s'est installée. Et Sanae Takaichi a donc déclaré que si Taïwan se faisait attaquer, le Japon ne pouvait pas rester neutre. Tokyo renforce donc sa défense et coopère avec les États-Unis. Pas de danger immédiat pour les touristes, donc ça normalement il n'y aura pas de problème. Mais la situation reste à suivre, donc informez-vous sur là où vous allez. Si vous vous rapprochez des îles d'Okinawa, parce que c'est près de Taïwan, peut-être que malencontreusement pourrait y avoir un problème, ce qu'on n'espère pas du tout. Mais on ne sait jamais à ce qui peut se passer. Donc restez quand même très vigilants si vous êtes touriste. Mais pour l'instant, si vous prévoyez de partir en décembre, il ne devait rien avoir, même si il faut rester prudent pour ne pas gâcher son voyage à cause de la géopolitique entre la Chine, Taïwan et le Japon. On reprend maintenant, enfin on a fini en fait cette actu et on va reprendre avec, enfin on va faire une petite intervalle avec de la musique et avec Maybe de Sparta qui est un artiste japonais que j'aime beaucoup. Cette chanson est assez incroyable. Je vous laisse écouter Maybe de Sparta. 何もない街で何を探そう街灯もない星空の下
星もない街でさまよった23東京の下雨が降った亀戸壊れた心とジャケットミニ DV のカセット上書きしてはリセットカーテンの隙間から抜ける光と風呼ぶのは誰俺の背中を押す家族に100今飛び立てもう離さないよこの風と影と金と愛はもう止まれないよこのゲームは一つ円になるここワンダー決めるランエンガン人生ワンエンダウン準備しな出番だ小さな街からでも大きな声で泣いても助けてくれない誰もやるしかないんだ俺も誰かが言ってたうまくいくでも話のオチはなく黒じゃなくて深いブルー迷うやつには来ないチャンスシラフで隠れる合わせるお尻どん底お尻言葉が持つ意味当たり前に過ぎてった日々は唐突に消えてったただ数の中に詰める思いを自分を見つめ直して進む日常できるかなじゃなくてやるんだろう奮い立たせて向かう理由は何だろう身を削り揺らす人の心それが俺たちの仕事 Yeah また誰かが俺らを知ったようなこと言うけど俺らはプレイヤーここワンダー決めるランエンガン人生ワンエンダウン準備しな出番だ小さな街からでも大きな声で泣いても助けてくれない誰もやるしかないんだ俺もEt qu'est-ce qu'on l'aime, cette chanson de Sparta, Maybe maintenant, sur notre podcast. Bien sûr, il y aura aussi de la musique, comme vous l'avez compris, avec certains morceaux japonais que je voudrais vous faire découvrir, car la musique japonaise, la J-pop, le J-rap, tout est incroyable dans la musique japonaise. Donc je vous ferai découvrir par podcast 3 à 4 ou 5 chansons, ça dépendra de quoi on parle. Donc maintenant on va passer à la deuxième grande rubrique qui est la culture. Fin automne et début hiver donc notamment. Et en novembre les Mamji donc sont terminés. La fin des feuilles rouges au Japon, des érables, des feuilles rouges, jaunes, orangées. C'était magnifique mais bon fallait bien que ça se termine à un moment. Et c'est fin novembre que ça se termine. Parfois ça dure jusqu'à début décembre dans certaines régions. Dans certaines préfectures, mais généralement fin novembre, ça s'arrête vers le 25 novembre, et après on passe dans les illuminations donc d'hiver à Sapporo, Osaka et Tokyo, puisque les illuminations d'hiver, oui, ça fait suite au Mamji, puisque je sais pas vers quand ça commence les illuminations d'hiver, vers le 30. Après, des fois c'est installé assez tôt, mais ça doit commencer vers le 30 novembre, quelque chose comme ça. Et si vous allez au Japon maintenant, faut faire un détour par Hokkaido et aller à Sapporo pour voir les décorations de Noël. C'est trop beau. Hokkaido à Noël, c'est la meilleure saison. Il fait un froid de canard, mais qu'est-ce que c'est beau avec les illuminations. On pouvait même aller au Northmost Point of Japan, le point le plus au nord du Japon. Aller voir à Wakkanai Skiya, parce que Wakkanai c'est super beau aussi. Faut aller voir à Sapporo, faut aller voir à Hokkaido parce que c'est trop beau. Et donc voilà. En novembre, il y a eu aussi la Shichi-Go-san, la fête des enfants de 3, 5 et 7 ans.
Donc on les fêtait, on faisait des petits gâteaux, on faisait des activités avec eux. Ça, c'était très sympa. En décembre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fête romantique, souvent célébrée en couple, de Noël. Bien sûr, ça c'est partout. Les illuminations à Sapporo, je le redis encore, allez voir, c'est magnifique vraiment. À Sapporo, faut aller voir ça. Et donc oui, donc Noël aussi est célébré au Japon. Il y a également les préparatifs du Nouvel An, le ménage, les décorations, les cloches, Joya no Kane, les plats spéciaux pour accueillir la nouvelle année. Et donc aussi, qui dit Noël dit les plats chauds typiques d'hiver, les oden, les oden, le nabe, les ramen, les amazake, les shortcakes de Noël. Parce que ça aussi, c'est au Japon, les shortcakes. C'est quelque chose d'assez cool. Donc voilà ce qui s'est passé en culture japonaise dans le pays en termes de fêtes. En termes de ce qui s'est passé, les momji, allez voir les momji, recherchez les images sur internet, parce que franchement les momji c'est vraiment un des trucs les plus jolis du Japon. C'est une des meilleures saisons pour aller au Japon, novembre, puisque la température est franchement super, c'est agréable. Il fait minimum 10 degrés je dirais, donc c'est pas très très froid, ça va. Et vous avez des couleurs superbes, et si vous pouvez venir sur un long terme, franchement, vous arrivez vers le 15 novembre et vous repartez vers le 5 décembre. Comme ça, vous avez le temps de passer vos derniers jours à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, pour profiter des produits frais de l'île. Enfin, oui, c'est une île en fait. Et pour profiter également des préparations, des décorations et de tout ce qui se passe à Noël. Comme ça, vous avez le Black Friday, les momji, les décorations de Noël, vous avez la totale. C'est vraiment une super saison pour venir au Japon. Donc c'est très très conseillé. Et on continue avec de la musique, oui, parce que là, en fin d'émission, oui, si on peut dire ça, je prévois de mettre de la musique, et ça, c'est un de mes morceaux préférés. C'est Stranger de Lex avec Only You et Young Sticky Worm. Lex Stranger. ベジが飢えた俺のファラに分かってるだろ女性はペテシ電話をかけてゆっくり頃に服を脱がす丁寧に丁寧に店の声は届くのに周りの声届かない男並び女含め何がしたの分からないね美しいと話したくはないし君のこと眺めてるだけでいい冷たいバイブス白い恋人みたいね彼女は言う不思議な人なのね不思議な人なのね不思議な人なのね不思議な人なのね不思議な人なのね特にぶっ壊れちまったベギー特にぶっ飛びずっと空に一人君が来てくれたらマジで嬉しいずっと過ごせるのにでも No I can't 残しすぎマジうますぎ君の体一つに徐々に来る君の姿逆に野獣みたいでも懲りずにクリーンバイエロすぎるよクリーン喜んでる君とろける唇俺一人の力じゃここまで懲りてない数少ない友達からもらう大きな愛だから俺も皆にあげるほら大きな愛冗談抜きでちょ今ハッピーあの子は素敵な人だよね素敵すぎて無視ず走るマイブレイン俺に身を任せてみなマイデイでもあの子は言う不思議な人ベジが飢えた俺のファラに分かってるだろ女性はペテシ電話をかけてゆっくり頃に服を脱がす丁寧に丁寧に店の声は届くのに周りの声届かない男並び女含め何がしたの分からない美しいと話したくはないし君のこと眺めてるだけでいい冷たいバイブス白い恋人みたいね彼女は言う不思議な人なのねたくさん掘るタトゥー洋服大好きなはずだけども俺は大空中神聖な景品を今回収ダイヤ告げるカリティエ煙だらけ Everyday しがり中をこなしてわかる音楽勝負じゃねえよ
丈夫じゃねえしこれは楽しむのみ 俺がワンになる 俺のファンになる俺自分しエレクトロン中が焼きフリーライブディズニー勝手にシートバットフィール紫なその腰つきブルスがスパッシュびしょびしょ超行き過ぎ止まらない足腰拍子も俺に夢見てる少女はやめとこう知らない女とホテルでシャンのよ交わってどこYou gon' stay in my bed どこにぶっ壊れちまったベイキどこにぶっ飛びずっと空に一人君が来てくれたらマジで嬉しいずっと過ごせるのにでも No one can stop me 彼女は言う不思議な人なのね不思議な人なのね不思議な人なのね彼女は言う不思議な人なのね Et voilà, c'était Stranger de Lex. Bien sûr, une de mes chansons japonaises préférées. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Ça te donne une bonne vibe pour le début de journée. Je vous rappelle que je tourne, nous sommes le 6 décembre. Donc, peut-être que ça aura un petit peu changé depuis. Vous pourrez revérifier. Mais normalement, les actus, c'est à peu près comme ça. Donc, il y aura un nouveau podcast. Je le rappelle quand même maintenant. Le nouveau podcast sera le podcast de décembre-janvier, me semble. Donc ce qui s'est passé en décembre et ce qui se passera en janvier. Donc ce sera peut-être un podcast tous les mois en fait. Je verrai ce que je fais, vous verrez également. Et donc maintenant on passe à la gastronomie et aux plats d'hiver bien sûr. Ça on était obligé d'en parler puisque je parlais des décorations à Sapporo. J'étais un petit peu parti sur les plats. Et donc on va parler de la gastronomie d'hiver du Japon. Le oden, c'est le ragoût japonais populaire en hiver. Il est composé de radis daikon, d'œufs, de konjac. C'est une plante asiatique utilisée pour ajouter de la texture gélatineuse dans les plats. Donc ça s'appelle konjac, Konjac, konjac. Et donc aussi de divers poissons dans un bouillon léger à base de soja. L'oden, c'est un plat convivial, réconfortant, très apprécié pendant les journées froides, donc à Hokkaido, avec les choses fraîches. Donc le poisson, le konjac, les radis, les œufs. On le trouve facilement dans les combini ou chez soi dans les magasins. On peut aller sur le marché à Hokkaido. Encore une fois, allez à Hokkaido en décembre s'il vous plaît les touristes. Pour acheter des trucs frais. Parce que c'est tout simplement trop bon. Donc voilà, c'est un plat léger, facile à faire. Vous pourrez regarder la recette sur Google si vous voulez. Ça s'appelle oden, le ragoût japonais. O-D-E-N, facile, simple, efficace et en plus c'est bon. Oden, merci d'être présent dans la culture japonaise. Maintenant, on va parler du tourisme. Qu'est-ce qu'il y a à visiter? Qu'est-ce qu'il y a à surveiller en novembre? Fallait profiter des derniers Momji. Donc ceux qui sont en novembre en ce moment. Enfin, on est le 6 décembre. Mais ceux qui sont au Japon en ce moment, qui m'écoutent, et qu'il y a en ce moment encore des Momji, sachez que vous avez de la chance. Donc profitez des derniers Momji. Si vous y êtes, Momiji, je sais pas. Depuis le début, ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi. Donc profitez. Réservez les hôtels et trains et respectez les sites. Ça, c'est très important. Pas faire comme à la forêt d'Arashiyama à Kyoto, parce que c'est très malheureux de faire ça. Donc vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est Momji ou Momiji, si je me trompe depuis le début. En tout cas, c'est les érables, je le rappelle. Et en décembre, c'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'il y a à faire si vous prévoyez de partir en décembre, si vous êtes dans l'avion? Illumination. Bien sûr, à Sapporo, faut aller à Hokkaido, je vous le dis. À Tokyo, Midtown, la Blue Cave à Osaka, Kobe, Luminary. Il y a plein de trucs à faire. Donc ça, c'est toutes les illuminations. Vous pourrez regarder sur Google. Pareil, ça sera mentionné. Et bien sûr, il y aura mentionné Sapporo. Allez voir. Il y a bien sûr les marchés de Noël. Le ski dans les Alpes japonaises avec les onsen, les bains chauds japonais. Où tu te mets tout nu et que tu te détends. C'est comme un sauna. C'est comme un hammam. Mais c'est japonais, c'est magnifique, c'est super bien. Prévoir des vêtements chauds, bien sûr, de l'espèce, puisque les Japonais sont très, très
très sur l'espèce et pas sur la carte bancaire. Et la IC Card pour les transports, ça c'est pas mal aussi, c'est un bon plan de la prendre, la IC Card. Et par contre il faut faire attention dans les zones rurales à cause des ours. Et peut-être aussi à cause de la neige, puisque si vous allez à Hokkaido, puisque je vous le conseille depuis le début du podcast, eh ben il faudra faire attention parce qu'il y aura sûrement de la neige. Donc voilà, vous pourrez peut-être faire du ski à Hokkaido, mais sinon aussi aller dans les Alpes japonaises à Kanazawa. Et ça c'est franchement super bien à faire. Donc c'est conseillé aussi si vous y allez en décembre. Voilà pour le tourisme et pour les touristes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment? Bien sûr, je vous renseignerai, c'est votre voyage, c'est pas le mien. Et on va écouter le top 1 du top 50 japonais, Iris Out de Mrs. Green Apple. 死ぬほどかい不安ですかい何がしかに触れるくらいババなく安心気づけば同時この世に生まれた君がねやたらとしんどい声はつらいバラバラなる頭でこの身体けど脈から I love you が吹き出て一体どうしようこの想いをどうしよう天の僕をザラメが溶けてからになりそうどこ待ち開いて笑っちゃいそう今この世で君だけ大世界繰り返っても勝ちようない君だけルールは適用外様子ともせは詳しかない勝つだけ放題君が笑顔で放ってあっただけたぶたでっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほどかい上目遣い何がしように触れるくらいバラなく安心気づけば当時この世に生まれた君がねパチモンでもいい何でもいい今君とうなずいてる全て欲しいけど脈から I love you が切れて Iris out Iris out一体どうしようこの想いをどうしよう天の奥をザラメが溶けてケロになりそうどこ待ち開いて笑っちゃいそう今この世で君だけ大世界Et voilà pour ceux qui se demandaient ce que écoutent les Japonais en ce moment, c'est Iris Out de Mrs. Green Apple. Franchement, ça donne une good vibe, ça fait très Japon, très animé. Vous pourrez dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est assez entraînant. C'est pas du tout ce que j'écouterai tous les jours, mais une fois de temps en temps pour la culture japonaise, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour Iris Out de Mrs. Green Apple. Je l'ai déjà dit 3 fois, je crois. On passe dans une nouvelle rubrique, les événements, fêtes et traditions. Et pour le 2 et 3 décembre, donc c'est passé, il y a le Chichibu Night Festival, le Chichibu Yomatsuri en japonais. Ce festival est l'un des plus célèbres du Japon. Il se déroule dans la ville de Chichibu, dans la préfecture de Saitama, au nord-est de Tokyo. Ce festival, il date de plus de 300 ans, donc de l'époque Edo. Aujourd'hui, il est très populaire pour ses chars décorés, parce que je commence déjà à prendre l'accent japonais, décorer les yatai, ses lanternes et ses décorations. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel du Japon. C'est ça qui montre qu'il est super important dans le pays et qu'il y a beaucoup de monde qui s'y rendent. Donc voilà pour le Chichibu Yamatsuri. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont été, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, et ben voilà, petite parenthèse culturelle. Le 24 décembre, il y a Noël et le 31 décembre, il y a le Joya no Kane.
Qu'est-ce que c'est le Joya no Kane? On reprend aussi avec un petit point culturel. Signification, ça veut dire les cloches de la nuit du réveillon. Donc c'est quand? C'est la nuit du 31 décembre, donc c'est la nouvelle année. C'est pour passer le nouvel an. Dans les temples bouddhistes, les Japonais font sonner la grande cloche du temple 108 fois. Pourquoi 108 fois? Ce nombre 108 correspond aux 108 désirs ou passions humaines, le Bono, selon le bouddhisme. Donc c'est très significatif. Et pourquoi chaque son de cloche sert à purifier les péchés et les désirs de l'année écoulée. Donc voilà pourquoi on fête ce Joya no Kane. C'est une manière donc symbolique de commencer l'année neuve avec un esprit purifié. L'ambiance de cette fête, la cloche fait un son très grave et profond. Les Japonais se rassemblent autour du temple. Ils sont souvent habillés chaudement puisqu'il fait assez froid, surtout s'ils sont à Hokkaido, pour aller voir les illuminations à Sapporo. Et c'est un moment à la fois solennel et festif. Donc c'est super bien d'y aller si vous êtes pour le nouvel an au Japon. Allez voir Joya no Kane à Hokkaido parce qu'il va faire très très froid, mais ça vaut le coup. C'est super sympa à faire, paraît-il. Donc voilà pour les fêtes et traditions de décembre au Japon. Et maintenant on va passer dans une mini rubrique sport où je vais vous parler de la Matsuda J1 League, la première division du football au Japon. Et pour les matchs d'aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé dans le foot. Donc on a la dernière journée, la journée 38 sur 38 de la Matsuda J1 League, je ne sais pas si je dis bien. Et le FC Tokyo a battu... non, c'est totalement faux. Le FC Tokyo a fait match nul contre les Albirex Niigata. Les Kashima Antlers, par contre, se sont opposés, et ça, par contre, c'est super bien, au Yokohama FM. Les Kashiwa Reysol se sont imposés face au Mashida Zelvia. Kyoto Sanga FC a gagné 2-0 face à Vissel Kobe. Sanfrecce a gagné 2-1 face au Shonan Bellmare. Le Shimizu S-Pulse a perdu face à Okayama 2-1. Les Gamba Osaka ont gagné 4-1 face au Tokyo Verdy qui ont fini avec un carton rouge. Les Cerezo Osaka ont perdu face à Yokohama FC 3-1. Les Nagoya Grampus ont gagné 1-0 face au Asuipa Fukuoka. Les Uwara Wed ont gagné 4-0 face au Kawasaki Frontale. Et voilà, c'est tout. Vous pourrez aller vous renseigner sur le site officiel de la J1 League. Et on passe au dernier point de ce podcast qui va bientôt se terminer. La culture populaire du Japon. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon en niveau culture populaire? Le nouveau film Jujutsu Kaisen Execution, sorti le 7 novembre, cartonne au Japon. Pour beaucoup de fans, c'est un gros événement. Le film a cartonné au box-office nippon, ce qui montre que la licence reste ultra populaire, et c'est également ça partout dans le monde. Le film est, je crois, pas encore sorti en France, mais il est prévu... Ah non, je crois que c'était prévu pour 2026, il me semble que c'est ça, hein. Inazuma Eleven Victory Road est aussi très populaire, mais en termes de manga, publié depuis mi-novembre 2025, ça intéressera les fans de sport et les fans de shonen manga en général. Le jeu du studio Level 5 sorti précédemment a augmenté la hype, donc autour du jeu c'est souvent comme ça. Le studio Level 5 qu'on croyait un petit peu mort, en fait a relancé Inazuma Eleven sur Nintendo Switch et ça a conquis les fans du studio. Il y a une hype du coup autour de cette licence et le manga a donc été lancé quelques mois plus tard. C'est souvent comme ça avec les jeux vidéo et les mangas. Un autre film, Scarlet, le film d'animation réalisé par Mamoru Hosoda avec la production du studio Shizu, a eu un très grand succès au pays du soleil levant. Il est sorti le 21 novembre au Japon et ce film de 111 minutes a été très apprécié et a fait beaucoup d'entrées au Japon. Moi je l'ai pas vu, mais je prévois peut-être de le regarder parce qu'apparemment il est super bien. Pour ceux qui veulent tout savoir, voici l'histoire du film, ce que le film raconte. Scarlett est une princesse dont le père est assassiné. Elle cherche à le venger, mais après un échec tragique, elle finit dans un autre monde. Un espace mêlant vie, mort et au-delà.
Elle doit donc faire face à la vengeance et à la haine, et en plus à la douleur, mais aussi à des choix sur la rédemption, le pardon et la possibilité de reconstruire. Donc c'est souvent un peu comme ça dans les films japonais, l'au-delà, des mondes parallèles différents, avec Hayao Miyazaki qui fait des univers parallèles, ça c'est un petit peu compliqué. Mais bon, le film est très très bien noté et je vous invite à aller le voir, Scarlett de Mamoru Hosoda. Et les principales expos, il y a une expo que j'ai retenue, c'est All of Evangelion, cette expo dédiée à l'univers de Neon Genesis Evangelion, qui a commencé le 14 novembre 2025, se déroulera jusqu'au 12 janvier 2026 à la Tokyo Roppongi Hills Mori Tower. Donc c'est une tour à Tokyo, vous pourrez vous renseigner, ça s'appelle la Roppongi Hills Mori Tower. Ce sera parfait pour les fans d'anime, de science-fiction et de la culture Jap. Et en plus, si vous êtes fan de Neon Genesis Evangelion, que vous voyagez, que vous allez à Hokkaido voir les décorations de Noël, vous pourrez passer à la Roppongi Tower pour revoir cette expo. Pourquoi pas. Et donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la première édition en novembre vous a plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous animer cette émission. La prochaine émission aura sûrement lieu en début janvier. Ça dépend si je ferai un truc décembre-janvier pour vous dire ce qui s'est passé en décembre. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un abonnement, un petit like, ça ferait très plaisir. Et dites-moi si ça vous intéresse ou pas de faire un nouveau numéro. Sur ce, je vous dis bye bye à tous. Merci de m'avoir écouté. Salut, tchuss, sayonara.